à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-actif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous aurons le plaisir d'être en duplex dans quelques instants avec Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de StackingSat, mais également organisateur de la conférence Surfing Bitcoin. Ce sera l'occasion de revenir avec lui sur les réglementations en cours au niveau européen en ce qui concerne les cryptoactifs et notamment sur la réaction du secteur des cryptoactifs vis-à-vis des discussions parlementaires en cours. Ce sera également l'occasion de parler de l'inflation. L'inflation, un sujet suivi de près par un certain nombre d'investisseurs, et la communauté des cryptoactifs n'échappe pas à cette thématique. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous nous intéresserons à vos retraites. Nous poserons la question de savoir s'il faut attendre la réforme évoquée actuellement lors de la campagne présidentielle et potentiellement prévue pour un prochain quinquennat. Faut-il attendre de savoir ce que donnera cette réforme pour commencer à épargner, et quelle stratégie mettre en place pour préparer au mieux sa retraite? Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Damariana, directeur général ABV et Life General Manager, mais aussi Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor, pour nous en parler. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, comme tous les mercredis, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être en duplex avec Jonathan Erskovici. Bonjour Jonathan. Bonjour Nicolas. Vous êtes le fondateur et CEO de StackingSat, mais aussi organisateur de la conférence Surfing Bitcoin. D'ailleurs, ce sera sa 3e édition cette année. Jonathan, vous faites partie des signataires d'une lettre qui a été envoyée à tous les ministres de l'Union européenne qui vont être amenés à statuer sur la réglementation actuelle en matière de crypto-monnaie. Je rappelle qu'il y a 2 points d'achoppement essentiels, un qui concerne MiCA, l'autre qui concerne TFR, Transfer of Funds Regulation. On a vu lors des discussions autour de MiCA qu'on a failli passer par une interdiction pure et simple du Bitcoin au motif qu'il était anti-écologique. Et dans un deuxième temps, on a vu une première validation des transferts de fonds qui devaient, en Bitcoin ou en crypto-monnaie, qui doivent impliquer à présent l'arrêt total de l'anonymat autour de ces transactions. 2 sujets qui ont créé une levée de bouclier presque dans l'écosystème crypto-monnaie. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous suivez cette réglementation, Jonathan ? Alors Nicolas, merci pour cette question. Effectivement, aujourd'hui en Europe, il y a plusieurs enjeux qui sont actuellement en cours de discussion. Donc le premier, comme vous l'avez dit, c'est donc la réglementation MiCA, qui vise à harmoniser la réglementation des cryptos au sein de l'Union européenne. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle la Travel Rule, où là, on est effectivement dans une mise en conformité de la finance traditionnelle vis-à-vis de la crypto. Donc là, il s'agit du recueil, de la vérification et de l'échange des données personnelles entre PSAN, parce qu'effectivement, la réglementation MiCA va permettre aux PSAN français, par exemple, de pouvoir étendre leur activité dans toute l'Europe de manière parfaitement légale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation en Europe liée aux cryptos. Et donc effectivement, là, depuis quelques mois, on sent que l'Union européenne est en train d'accélérer sur cette réglementation. Et effectivement, plusieurs de mes camarades, plusieurs CEO de grandes entreprises se sont réunis pour signer un document, une lettre adressée aux ministres des Finances des différents pays européens pour justement finalement manifester notre incompréhension par rapport à ces lois, clairement. Tout simplement parce qu'ils nous demandent de faire des choses avec des mises en conformité très courtes, sachant que dans la finance traditionnelle, les mises en conformité en général, ils sont autour de 18 mois, alors que nous, on serait sur des délais de 6 mois. Donc on a des lourdes contraintes opérationnelles qui vont nuire à notre compétitivité. On va devoir potentiellement utiliser des services informatiques, des RegTech, et avoir des staffs dédiés
Bref, en gros, ça va créer une barrière à l'entrée très importante, surtout pour des acteurs de petite taille, et ça va surtout profiter aux acteurs de plus grande taille. Donc, on a besoin de plus de proportionnalité, et c'est un petit peu, entre guillemets, ce qu'on demande dans cette lettre. C'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que ce qui se joue en ce moment, c'est d'un côté un écosystème qui dit il faut qu'on reste compétitif en Europe par rapport à d'autres régions du monde vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Et de l'autre, on a une volonté de réguler qui accentue plutôt sur le volet risque pour les investisseurs. Et l'idée, c'est d'essayer de faire de coïncider les deux. Et c'est là où il y a un vrai point d'achoppement aujourd'hui, Jonathan Escovici. Alors, complètement, et j'ai d'autant plus envie de vous dire que les États-Unis sont en train de prendre de l'avance, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu un executive order de Joe Biden, justement en faveur de la crypto. Et lorsqu'on lit le contenu de cet executive order, on voit qu'on est à l'opposé de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Europe, sur une réglementation, une régulation qui va contre l'intérêt des acteurs européens, au profit justement des acteurs étrangers. Donc c'est là où, quelque part, on marche un peu sur la tête. Et on espère justement que cette lettre va permettre aux décideurs européens, en tout cas de nous consulter déjà, parce qu'effectivement, tout ça s'est fait en catimini entre eux, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas interroger les principaux protagonistes de ce secteur, que sont les acteurs du coup de la crypto en France et en Europe. Le sujet de l'anonymat sur les transferts de fonds, ça viendrait remettre en cause aujourd'hui l'activité française et européenne en matière de crypto-monnaie. Ça viendrait remettre en cause les business models créés aujourd'hui. Alors, j'irai pas jusque-là, ça remettrait pas en cause, parce qu'il y a toujours des moyens, finalement, entre guillemets, de contourner ces lois, et donc on pourrait éventuellement s'installer dans d'autres pays, et notamment, je pense à la Suisse, où finalement on est un petit peu sur un jeu d'hypocrite, à mon sens. Vaut mieux essayer d'avancer main dans la main et trouver des solutions qui soient parfaitement intelligentes et qui soient finalement adaptées au secteur de la crypto. Et effectivement, l'anonymat, en tout cas le pseudonymat de Bitcoin, parce que moi, en ce qui me concerne, c'est Bitcoin qui est mon sujet de prédilection. Le pseudonymat de Bitcoin, c'est inné dans le protocole. Et effectivement, de s'attaquer au unhosted wallet comme du coup certains députés européens veulent s'en prendre, on trouve ça vraiment dommage, parce que c'est à peu près à l'opposé de la philosophie du Bitcoin, qui justement, not your keys, not your Bitcoin, c'est un peu le principe même du Bitcoin, c'est de désintermédier justement la possession des titres de valeur, en fait, parce que Bitcoin, c'est une propriété, et effectivement de la déléguer, pardon, je vais y arriver, Bien sûr. à certains tiers. Du coup, c'est contre la philosophie de Bitcoin, et surtout le problème, c'est que finalement, ils veulent mutualiser une énorme base de données entre PSAN européens, et finalement, cette base de données pourrait potentiellement être hackée, sachant qu'évidemment, on a vu ces dernières années que j'allais dire des personnes mal intentionnées ont voulu hacker des bases de données, donc notamment Ledger, Trezor, etc. D'autres acteurs très connus se sont fait hacker en termes de données personnelles. Donc finalement, de mettre toutes ces données-là dans un pot commun, pour moi, renforcerait en plus le risque de hack sur des données personnelles. Une dernière question sur la réglementation. La France et notamment l'AMF régulent cette activité depuis un petit bout de temps. Peut-être que l'AMF s'y est mis un petit peu avant d'autres pays européens. Est-ce que cette nouvelle réglementation, aussi dure soit-elle, serait moins néfaste pour la France que pour d'autres pays européens, ou ça viendrait complètement rebattre les cartes? Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément juriste Bien ni sûr, bien avocat, sûr, bien donc je sûr. ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans les lignes, dans les textes qui ont été proposés. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, MiCA s'inspire justement du statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Et effectivement, la France a été en première ligne finalement dans cette réglementation autour des crypto-monnaies. Donc l'avantage, c'est quelque part des acteurs comme Stackinsat, lorsque MiCA sera mise en œuvre opérationnelle, nous finalement, vu qu'on est déjà soumis aux contraintes françaises avec ce PSAN, eh ben, on aura beaucoup plus de facilité, je pense, à obtenir ce fameux statut MiCA que d'autres acteurs européens qui justement aujourd'hui étaient dans un vide juridique. Donc oui, je pense que ça peut favoriser les acteurs français.
en espérant évidemment que les élus européens, les députés européens, voudront bien vouloir discuter avec nous pour proposer quelque chose qui soit intelligent d'un point de vue réglementation et protection des consommateurs. Alors, au-delà de la réglementation, il y a pas mal d'autres sujets qui intéressent la communauté crypto et même de manière plus générale les investisseurs. Il y a notamment évidemment ce sujet d'inflation. Alors, ce sujet d'inflation, il intéresse tous les épargnants, qu'ils soient sur les marchés financiers, qu'ils soient investis sur des livrets plus classiques qu'on peut trouver en banque notamment ou dans certaines sociétés d'assurance. Mais l'inflation, Jonathan Erskovici, c'est aussi un sujet qui intéresse la communauté crypto au motif d'ailleurs qu'un certain nombre d'épargnants voient potentiellement, alors avec tous les risques que ça comporte, quel que soit l'actif sur lequel on investit d'ailleurs, mais sur le fait que les cryptos peuvent être un rempart contre l'inflation actuellement. Alors déjà, Nicolas, si je peux me permettre, nous, on fait bien la distinction entre Bitcoin et altcoin. Donc ça, c'est D'accord. quand même un point très important. Et effectivement, d'ailleurs, c'est un problème aussi, pour revenir très rapidement à la réglementation, où finalement, ils appellent ça des cryptoactifs. Or, effectivement, il y a des caractéristiques qui sont radicalement différentes entre les cryptoactifs. Donc c'est pour ça que nous, on est positionné uniquement sur Bitcoin. Et pour revenir à ta question sur l'inflation, s'il y a un truc à retenir sur Bitcoin, c'est qu'il n'y en a que 21 millions. Et 21 millions d'unités, effectivement, c'est la raison pour laquelle les observateurs et les spécialistes considèrent Bitcoin comme de l'or numérique, notamment pour cette raison de 21 millions d'unités. Donc cette rareté numérique fait que on peut considérer que c'est une protection contre l'inflation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, chez Stackinsat, on a lancé cette solution pour les professionnels, pour les entreprises, afin qu'ils puissent protéger la trésorerie de leur entreprise qui dort sur des comptes. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a lancé un simulateur d'inflation. Et ce simulateur d'inflation permet à tout le monde, que ce soit entreprise ou particulier, de voir finalement quel est l'impact de la perte du pouvoir d'achat sur leur patrimoine personnel ou professionnel. Et effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que c'est pour nous un des éléments principaux qui permet finalement aux gens de s'intéresser au Bitcoin et justement d'investir dans Bitcoin pour se protéger contre l'inflation, qui, je le rappelle, je crois aux États-Unis, là, a dépassé les 8% en mars. Donc on est vraiment sur des niveaux stratosphériques et historiques. Et il est grand temps justement que les épargnants, donc à la fois particuliers et professionnels, investissent sur du Bitcoin pour protéger tout simplement leur patrimoine contre l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. L'inflation passée et l'inflation à venir, dont effectivement on a plus de mal à comprendre jusqu'où elle pourra aller. Merci beaucoup Jonathan Erskovici de nous avoir détaillé ce matin effectivement la réaction du secteur vis-à-vis de la réglementation donc en cours au niveau européen, mais aussi ce sujet donc inflation en lien avec tous les investissements, tous les investisseurs et notamment et donc ceux qui sont également investis en Bitcoin notamment. Je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO de Stackinsat, mais aussi organisateur de la conférence Surfing Bitcoin. Alors Surfing Bitcoin, un tout petit mot, Jonathan Erskovici, on va sur la 3e édition cette année. Oui, c'est bien ça, Nicolas. Merci de me laisser un petit peu de temps pour en parler. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition aura lieu les 25, 26 et 27 août, toujours à Biarritz. Donc effectivement, c'est la 3e édition. Et je peux vous annoncer que dans une dizaine de jours, on va ouvrir enfin la billetterie, parce qu'on est justement harcelé de ce point de vue-là. Donc effectivement, on peut vous dire que d'ici une dizaine de jours, on va ouvrir la billetterie sur donc, cette 3e édition de Surfing Bitcoin, qui aura lieu donc à Biarritz, au casino, donc les 25, 26 et 27 août à Biarritz. Voilà, avec du surf et du Bitcoin, comme son nom l'indique. Merci beaucoup, Jonathan Erskovici, et à bientôt sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre retraite et à la préparation de sa retraite en lien avec la campagne pour l'élection présidentielle. En ce moment, on voit que le sujet de la réforme des retraites est remis sur la table. Alors, on n'a pas forcément de calendrier, on ne sait pas également jusqu'à quel âge il faudra travailler pour avoir tous ses droits à la retraite. Et ça n'est pas le sujet de cette émission, mais le sujet, c'est de savoir s'il faut attendre ce que nous dira la réforme pour commencer à préparer sa retraite. Et pour préparer sa retraite, il faut épargner. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour Nicolas, merci. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine et également Serge Damariana. Bonjour.
Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général d'Abeilvie. Je le rappelle pour ceux qui nous suivent que c'est anciennement Aviva, qui était un nom également assez connu. On va peut-être commencer avec vous, Serge Damariana. Vous avez d'ailleurs publié un livre blanc. Abeilvie a publié un livre blanc nommé La retraite a de l'avenir. Donc j'imagine que si je vous dis faut-il attendre la réforme pour commencer à épargner, votre réponse risque d'être non. Non. je pense qu'on peut aller directement à la réponse, c'est non. À la lecture du livre, si vous avez l'occasion de le lire, on est quand même sur des discussions à peu près qui tournent autour de 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on parle de réformer la retraite. D'accord, ouais. Et 25 ans qu'on n'y arrive pas. Voilà. Enfin, il y a eu des étapes quand même. Il y a eu des étapes, il y a eu des discussions, il y a eu des rapports, beaucoup de rapports ministériels qui finalement n'ont pas abouti à une exécution. Aujourd'hui, je pense que la retraite est un élément qui touche tout à chacun. Elle n'est pas liée à une classe de la population particulière. Bien sûr, oui. Et s'y intéresser, c'est déjà un premier pas. L'avantage de toutes ces discussions-là fait que elle sensibilise et elle nous permet de nous préparer à l'incertitude quand même. Ça met le sujet sur le devant de la scène et ça alerte peut-être aussi sur cette idée que le système de financement des retraites n'est peut-être pas aussi solide qu'on pourrait le croire si on ne s'y intéresse pas et que donc il faut peut-être réfléchir soi-même à une sorte de revenu complémentaire à la retraite. Même question, Benjamin Pedrini, faut-il attendre la réforme pour commencer à préparer sa retraite? J'imagine que là aussi la réponse est non. Exactement, même réponse. Et vous venez de le dire. En fait, il y a d'un côté, on peut se poser la question de la solidité du régime des retraites et de sa capacité à financer les retraites à venir. Mais le vrai sujet, quand on parle de préparer sa retraite, c'est aussi de savoir ce à quoi on va avoir droit. Et en fait, quel que soit l'âge, qu'on parle de 62, qu'on parle de 64 ou de 65, le vrai sujet pour moi, dont les Français doivent se rendre compte, c'est le taux de remplacement en fait à la retraite. Et quand on regarde les taux de remplacement moyens, ils sont de l'ordre d'un peu plus de 50%. Alors, ils vont être de l'ordre de 80% sur les populations qui sont plutôt employés, ouvriers, mais ils peuvent tomber très, très bas assez rapidement. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et quel que soit l'âge, en fait, il faut travailler sur ça pour éviter une perte de pouvoir d'achat lorsque l'on part à la retraite. Taux de remplacement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est globalement de combien quel est le pouvoir d'achat que je vais perdre le jour où je serai à la retraite et entre mon salaire et la somme qui me sera versée à la retraite. Exactement, parce qu'on parle de cotiser jusqu'à un certain âge pour avoir une retraite à taux plein, mais on parle rarement du fait que le taux plein, en fait, c'est pas 100% de ses revenus sur la dernière année avant qu'on parte à la retraite. Et c'est important de le rappeler. Il faut effectivement le rappeler pour se rendre compte que ça s'anticipe, la préparation de la retraite, et que ça s'anticipe par l'épargne, justement. Serge Damariana, alors je rappelle Benjamin Pedrini que Epsor, ça fait de l'épargne salariale. Abeilvie, on est sur de l'épargne plus classique pour l'épargne et la retraite. Et la retraite, justement, c'est le sujet aujourd'hui que je liais ensemble. Mais donc du coup, épargne et retraite pour les particuliers. Ça va être intéressant de voir si les stratégies que vous proposez pour préparer sa retraite sont complémentaires, différentes ou similaires. Si on veut préparer sa retraite et commencer en 2022, parce qu'effectivement, il y a des gens qui préparent déjà leur retraite, il y a des dispositifs, il y a des assurances-vie, il y a un PER depuis quelques années maintenant. Si on veut commencer à préparer sa retraite en 2022, quel que soit son âge, quelle est la stratégie que vous imaginez, Serge Damariana? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'épargne retraite. Je pense qu'aujourd'hui, la première question qu'il faut faire, c'est un bilan. Un bilan, voire un conseiller patrimonial qui puisse aujourd'hui orienter l'épargne des personnes, soit sur un objectif à court terme pour acheter une maison ou quelque chose, donc ça sera un petit peu plus de l'épargne. Et là, pour préparer ce qu'on disait un petit peu l'avenir de la retraite, qui sera plus un produit d'épargne. La loi Pacte en 2019 a mis, comme vous l'avez dit Nicolas, l'ensemble des produits pairs sur la table, qui a amené un ensemble d'éléments qui a cassé certaines choses. On rappelle casser certaines choses, c'est qu'aujourd'hui, sur les produits PER offerts par l'ensemble du marché, il y a la possibilité de sortie de capital. Bien sûr. Oui. Avec aussi possibilité de sortir en rente ou sortir un bout en capital, un bout en rente. Donc ça, déjà, je pense que pour tout à chacun,
qui arrivent à la retraite se dire bon, je vais avoir un complément, mais je ne connais pas mon espérance de vie. Savoir qu'on peut récupérer une partie en capital, ça a beaucoup aidé. Avec Parce qu'avant, la crainte, c'était de dire finalement... Je vais recevoir un petit bout de rente. Oui, puis je ne vais pas vivre assez longtemps globalement pour récupérer tout le capital que j'aurais bloqué pour arriver jusqu'à la retraite. Et si on se le dit tous collectivement, même à titre personnel, lorsqu'on part à la retraite, quelle est la première chose qu'on a envie de faire ? Tous autour de la table. Je pense que vous, Nicolas ou Benjamin, c'est fait un tour du monde. C'est marrant, on aurait dû poser la question. Effectivement. Voilà, c'est faire un tour du monde ou atteindre un plaisir qu'on a cumulé tout le temps et se dire, voilà, la retraite, c'est un troisième vie. Et il faut que j'ai suffisamment de revenus pour atteindre mes plaisirs et pour pouvoir faire ce que je n'ai pas pu malheureusement faire pendant ma vie d'actif. Donc je parlais de tour du monde, mais ça peut être un voyage en Polynésie ou visiter d'autres choses. Bon, le Covid nous a un petit peu ralenti mais, pour certains. Mais, et là, l'idée de pouvoir sortir un petit bout de capital, c'est voilà, prendre ce petit plaisir pour... D'accord. Donc, vraiment, les produits PER offerts par la loi Pacte nous ont permis d'offrir ça avec une incitation fiscale qui permet, lors de la cotisation sur des produits complémentaires PER, de pouvoir en fait d'allier ma cotisation avec un bénéfice fiscal et pouvoir bénéficier et participer à la construction de ma retraite. Donc je veux préparer ma retraite. Ce que vous nous dites, Serge et Mariana, c'est que la première chose à laquelle il faut penser, c'est un PER. Parce qu'il y a d'autres produits qui existent, il y a des assurances vie ou autres, mais là, ce que vous dites, c'est le PER est la première chose à laquelle il faut penser, parce que du coup, cette nouvelle version de produit retraite est plus facile d'accès que ce qui existait avant. Si vous anticipez la retraite, oui. Si vous anticipez la retraite, oui. Après, vous avez des produits d'épargne aussi qui sont très très bien sur le marché, mais vraiment pour la retraite, les produits PER sont très bien faits. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail dans un instant, peut-être du niveau des versements ou autre, ou comment est-ce qu'on peut ajouter d'autres investissements complémentaires. Benjamin Pedrini, les PER, il en existe aussi en épargne salariale. J'imagine que, est-ce que votre réponse, si je vous dis comment préparer sa retraite et commencer à préparer sa retraite en 2022, ça passe aussi par un PER ? Ça passe par un PER, ça passe effectivement aussi par l'épargne salariale. Chez Epsor, on fait, vous le disiez, de l'épargne salariale, mais aussi de l'épargne retraite. On adresse tous les dispositifs d'épargne des salariés, en fait, D'accord. que ce soit sur le volet salarial ou retraite. Et donc, sur le volet retraite, on a des PER qui sont mis à disposition des salariés par leurs entreprises, sous différentes formes, parfois sous forme de cotisation obligatoire, donc ils vont avoir lieu tous les mois sur un régime de retraite et donc sur un PER, mais parfois également simplement le fait de donner accès à une enveloppe qui s'appelle un PER collectif. Anciennement, ça s'appelait des PERCO. Bien sûr. Et sur ces enveloppes-là, en fait, on peut commencer évidemment à préparer sa retraite. La loi Pacte a permis justement d'instaurer des incitations fiscales pour préparer sa retraite sur ces enveloppes-là. Et j'insisterai encore une fois, moi, effectivement, sur ce sujet de revenus additionnels à la retraite et donc du coup de remplacement par rapport à son revenu du travail, en alertant en fait sur les montants d'épargne dont il faut parler et qu'il faut que les Français aient en tête pour pouvoir se constituer à la retraite un supplément de revenus mensuels de l'ordre de 1 000 € environ. Il faut s'être constitué un matelas d'épargne de l'ordre de 300 000 €. Donc, D'accord. Okay. Rien qu'en évoquant ces chiffres, en fait, on peut prendre conscience du fait qu'il faut démarrer suffisamment tôt oui, et que quand bien même effectivement on est encore jeune, que la retraite paraît être quelque chose d'assez éloigné, commencer à épargner de façon régulière pour anticiper ce remplacement et se constituer un revenu supplémentaire à horizon 30-35 ans. On ne sait pas encore quel est l'âge qui sera défini, on en saura peut-être un peu plus dans les prochains jours, mais il faut anticiper tôt. Mais alors justement, la question des montants, on la verra peut-être avec vous, Serge Damariana, dans un instant. Benjamin Pedrini, sur le sujet épargne salariale, oui. Précisément. On est sur de l'argent, globalement, qu'on n'anticipe pas toucher tous les ans, dont on n'a pas forcément besoin, sur lequel on ne compte pas. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour bien préparer sa retraite, il faut automatiquement verser l'intégralité de son intéressement ou de sa participation sur des PER, ou c'est pas forcément la bonne stratégie ? Ça peut faire partie d'une stratégie patrimoniale. En fait, l'intéressement et la participation, déjà, si vous n'en avez pas besoin tout de suite pour un besoin immédiat, vous avez souvent bien intérêt à le placer, que ce soit sur un PE ou un PER, puisque vous allez économiser
optimiser l'impôt sur le revenu. Bien sûr, si vous le percevez, si vous choisissez de le percevoir, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Et en fonction de votre situation, effectivement, vous allez opter plutôt sur un placement sur un PE ou sur un PER. Ça va dépendre effectivement de votre situation, de vos besoins à venir, de vos besoins d'épargne à venir, si vous avez déjà votre résidence principale ou pas, si vous avez à financer certains. C'est un cas de déblocage anticipé, l'achat d'une résidence. C'est un cas de déblocage anticipé. C'est un cas de déblocage anticipé qui, pour moi, rentre dans la construction d'une stratégie retraite, puisque c'est un des premiers éléments qui va permettre de réduire ses charges à la retraite. Et donc, du coup, commencer à épargner sur un PER pour potentiellement, à horizon 35-40 ans, débloquer ce PER et acheter sa résidence principale, ça rentre complètement dans la construction d'une stratégie retraite. Serge Damariana, si je commence à préparer ma retraite en 2022, je verse combien par mois sur le véhicule d'investissement que j'aurais choisi, et là en l'occurrence le PER. Alors j'imagine que ça va dépendre de l'âge. Je ne vais pas faire un devoir de conseil à l'ensemble non, bien sûr. vos... Non, mais je rebondis sur l'exemple s'il faut 300 000 euros sur un PER pour potentiellement anticiper avoir 1 000 euros de plus à la retraite. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour estimer ce que je peux verser moi aujourd'hui à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans sur un PER? Je pense que c'est la capacité d'épargne. D'accord. Je pense que c'est en regardant sa capacité d'épargne, c'est là où on peut constituer. En fait, il y a deux manières de voir. Soit vous constituez un pot et ensuite vous regardez combien vous allez avoir. Soit vous avez un objectif, comme l'a dit Benjamin, vous avez un objectif de 1 000 euros. Et on travaille avec le devoir de conseil pour atteindre ce montant et à savoir combien on doit épargner par mois. Donc, on a vu tout à l'heure, Benjamin l'a mentionné, sur l'achat de la résidence principale, c'est toute une question de stratégie, vraiment stratégie. Et dans les PER, vous avez la possibilité d'avoir aussi une stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des investissements, vous avez la possibilité d'avoir un investissement qui va être profilé sur des actifs qui vont être à plus fort rendement. Et plus vous arrivez à l'âge de la retraite, plus ces éléments-là vont être sécurisés sur un fonds euro pour pouvoir en fait finalement bien profiter et engranger toutes les plus-values que vous avez emmagasinées au cours de c'est ce qu'on appelle la gestion profilée ou pilotée. Donc plus on est jeune, plus on peut aller sur des actifs risqués, alors jeune dans le PER. Et augmenter sa capacité de rendement sur son produit. Et c'est tout ce qu'on conseille, c'est-à-dire aller en fonction de votre profil d'investisseur, soit aller sur un profil dynamique, modéré, ou prudent. Et là, en fonction de son profil d'investisseur, on peut aller chercher plus de rendement et essayer de minimiser, comme je disais tout à l'heure, le montant des 300 000 euros, c'est-à-dire par mois, tout ça va capitaliser. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une performance le maximum. Et ça, les produits PER le proposent et tout vient sur un devoir de conseil en fonction de chacun. Tout le monde est différent. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de combien il faut que je mette. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre situation, ça dépend il y a beaucoup de facteurs, capacité d'épargne. Donc je commencerai déjà par la capacité d'épargne et ensuite, quel est votre profil d'investisseur? Est-ce qu'il faut aller sur un profil plus dynamique, c'est-à-dire vous avez une capacité à aller sur des actifs un petit peu plus risqués et donc d'augmenter la performance, mais avec une perte potentielle, ou j'ai un profil modéré ou un profil prudent, où là, je vais avoir moins de risques, mais l'idée, c'est toujours de chercher la performance. Merci beaucoup, Serge Damariana. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Abeilvi. Merci également Benjamin Pedrimi, directeur général d'Epsor. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.